nous allons donc davantage parler de la relation franco-allemande au niveau interétatique, si l'on peut dire, avec donc notre panel aujourd'hui. Nous accueillons donc Brigitte Klinkert, qui est donc députée française ici à l'Assemblée nationale et coprésidente donc de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, ainsi que Sandra Weser. Sandra Weser, herzlich willkommen im Parlament in Frankreich. Donc, députée allemande du Bundestag, du FDP, donc parti frère, si l'on peut ainsi dire, de Renaissance, le parti français. Sylvain Maillard, également président donc du groupe d'amitié France-Allemagne, ici à l'Assemblée nationale, nous rejoindra dans quelques instants. Je vous prie de nous excuser pour son retard. Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer à échanger sur donc, cette relation franco-allemande au niveau parlementaire, puisque nous avons la chance ici au Parlement d'accueillir deux parlementaires, un panel cette fois-ci exclusivement féminin, en tout cas pour le début de cette deuxième conférence. Et donc, ma première question sera adressée à vous deux, finalement, sur le rôle donc, du parlementaire dans la construction franco-allemande, et notamment depuis la création de l'Assemblée parlementaire à laquelle vous appartenez toutes les deux. Quel est le rôle de cette Assemblée parlementaire et comment s'articule-t-il à travers notamment le traité de l'Élysée et surtout, plus récent, le traité d'Aix-la-Chapelle signé il y a 4 ans? Voilà, il faut me donner la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là et d'être aux côtés de Sandra, que je connais bien et avec qui nous travaillons ensemble. Heureuse aussi que tu restes un petit peu avec nous, cher Sandro. Et heureuse aussi de vous voir aussi nombreux un samedi après-midi. Ça prouve bien que vous êtes comme nous, des Européens, des Européennes convaincus et convaincus aussi de l'importance du couple, du tandem, de ce pilier franco-allemand dans l'Union européenne et pour que demain, eh bien, l'Europe reste aussi forte et se renforce grâce à ce pilier fort franco-allemand. Vous le sentirez certainement dans les réponses que je pourrais apporter aux questions qui me seront posées, mais je suis bien sûr députée, toute jeune, toute nouvelle députée, puisque c'est mon premier mandat. Je suis avant tout aussi une élue locale, ancrée en Alsace, à Colmar, et très, très investie dans le transfrontalier, dans le franco-allemand. J'allais dire comme tout Alsacien ou Alsacienne, et ça me fait penser à une phrase de Pierre Pflimlin, ancien maire de Strasbourg, ancien président du Parlement européen, ancien président du Conseil, qui disait « Je suis européen parce que je suis alsacien ». Bien sûr, on n'a pas besoin d'être alsacien pour être européen, sinon on serait bien peu nombreux, mais c'est clairement l'histoire qui est celle de l'Alsace qui a forgé aussi cette amitié franco-allemande. Et je vous dis ça parce que mon grand-père, comme toutes les personnes de cette génération, eh bien, a connu la Première Guerre mondiale et a été soldat sous uniforme allemand pendant la Première Guerre mondiale, puisque nous étions allemands. Je vous raconte un petit peu cette histoire parce que je crois que c'est important aussi, c'est ça qui a forgé la réconciliation et l'amitié franco-allemande. Et son père, donc mon arrière-grand-père, a été sous les drapeaux ici, sous la Première Guerre mondiale, et est mort donc sous l'uniforme allemand en septembre 1918. Et je dois vous dire qu'en tant que ministre, puisque j'ai été ministre dans le gouvernement de Jean Castex, je suis allée me recueillir dans un cimetière allemand pour... voilà. En fait, on ne savait pas très bien ce qu'il était devenu. J'ai fait faire des recherches par le Volksbund. Et voilà, et je suis allée dans un cimetière allemand de la Marne. Voilà, c'est ça l'Europe. Et c'est cette histoire-là qui fait qu'aujourd'hui, les liens entre la France et l'Allemagne sont aussi forts parce qu'à un moment donné, on s'est dit c'est plus possible. C'est plus possible, on était des ennemis héréditaires et aujourd'hui, eh bien, nous sommes devenus le couple, le tandem, le pilier franco-allemand.
Et aujourd'hui, j'ai le bonheur, depuis le 7 novembre dernier, d'être la coprésidente du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, avec Niels Schmitt qui viendra demain avec l'ensemble de la délégation allemande. Eh bien, c'est une fierté parce que c'est la seule assemblée parlementaire binationale au monde, à ma connaissance, chère Sandra. 50 députés allemands du Bundestag, 50 députés français de l'Assemblée nationale qui se retrouvent pour se concerter, pour échanger, pour travailler ensemble et si possible pour ensuite faire adopter des textes communs dans chacune des 2 assemblées. Alors l'Assemblée parlementaire franco-allemande est une assemblée toute récente puisqu'elle est issue du traité d'Aix-la-Chapelle, donc à peine 3 ans. Qui plus est, malheureusement, il y a eu toutes les crises et surtout la crise Covid qu'on a connue pendant bien 2 ans et donc pour moi, c'est un bonheur, bien d'avoir retrouvé, cette assemblée, le 7 novembre dernier pour, avancer ensemble dans ce que j'appellerais cet organe de démocratie commun que nous avons entre la France et l'Allemagne. Et là aussi, c'est un symbole très fort des députés français, des députés allemands qui, en dehors du Parlement européen, se retrouvent pour avancer ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait unique. Alors comment nous travaillons? Parce qu'il y a également les groupes d'amitié, bien sûr, et puis il y a toutes les relations bilatérales qui peut y avoir. En fait, nous définissons un certain nombre de thématiques. Alors le problème, c'est de les choisir parce qu'il y a tellement de thématiques, qui sont d'actualité. Nous nous donnons un certain temps, dans certains cas, c'est 6 mois, dans d'autres cas, c'est 1 an, lorsque les sujets sont des sujets qui sont larges et qui sont lourds, pour essayer, sur ces sujets, d'apporter pas des solutions communes, mais d'adopter des positions qui sont communes. Et là, à l'heure où je vous parle, il y a 3 sujets que nous avons pointés, justement lors de notre réunion du 7 novembre dernier. Et demain, 2 des 3 groupes de travail vont être mis en place de manière formelle et de manière présentielle, de manière physique, qui sera la première fois, bien, depuis 3 ans. Ces 3 groupes de travail sont le premier sur l'avenir de l'Europe. Donc vous voyez que c'est un sujet très, très large, il va falloir essayer de le recentrer. C'est de repartir des conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour, voilà, voir quelle est notre, à nous, parlementaires français et parlementaires allemands, quelle est notre vision sur l'avenir de l'Europe. Alors ça sera aux animateurs des groupes de travail à centrer le thème, mais évidemment dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'environnement aussi. Deuxième groupe de travail qui va être mis en place, demain, c'est notre souveraineté énergétique. Là aussi, un gros sujet, d'une manière, générale, mais en plus avec la guerre en Ukraine et notre dépendance énergétique aujourd'hui. Et le troisième sujet qui est un groupe de travail qu'on va mettre en place un peu plus tard et qui sera beaucoup plus rapide, qui concerne l'harmonisation de nos directives européennes, l'harmonisation à l'échelle de l'Allemagne et de la France des directives européennes. Vaste sujet, mais si on arrive à avancer la France et l'Allemagne ensemble, je crois que c'est important. Puis un dernier mot pour passer la parole à Sandra, pour vous dire aussi et c'est peut-être un thème qu'on va aborder demain, qui nous semble très important de travailler beaucoup, beaucoup plus en synergie encore qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Que nos commissions thématiques de l'Assemblée nationale et du Bundestag puissent travailler et se voir et avancer ensemble de manière beaucoup plus proche. Et d'ailleurs, je me réjouis vraiment que la commission défense de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son président, et la commission similaire, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, tu nous le diras Sandra, en tout cas de la défense du Bundestag,
aient décidé de se réunir. Et je crois qu'ils se réunissent même demain. C'est bien ça, demain après-midi. Vous voyez des sujets quand même, qui sont des sujets, pas faciles par les temps qui courent et sur lesquels on essaye, eh bien, voilà, de trouver, des pistes communes et d'avancer ensemble. Voilà, je vais peut-être en rester là et te laisser poursuivre Sandra pour la suite de la réponse. Merci beaucoup, Brigitte. Oui, enfin, tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose de très spécial aussi d'être ici dans ce bâtiment vraiment de sentir l'esprit français, c'est quelque chose de très spécial. Et juste pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est en fait ce Parlement franco-allemand? Bon, il faut dire qu'avec la traité d'Alger, on a manifesté une grande vision. Je pense que c'était en 1963, quelque chose d'extraordinaire de dire on se tient la main, on va ensemble pour un futur avec de la paix, avec de la prospérité, avec de l'amitié. Et encore, je peux pas croire que même, la France qui a souffert, encore même pas 20 ans avant, était près d'être si visionnaire, de tenir la main vers l'Allemagne et qu'on a pris ce main, et en fait, on a décidé de signer ce contrat. Et par contre, au bout de 60 ans ou même pas 60 ans, en 2019, je pense aussi c'était très important de renouveler cet traité parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui sont devenues normales. On s'est habitué. Mes enfants ne connaissent pas comment c'était quand il fallait encore faire la queue à la frontière, d'attendre peut-être des fois 30 minutes, 45 minutes avant qu'on ait passé vers la France. Et de donner ce devoir ou cet ordre de renouveler la traité avec des buts très précis, ce que tu as déjà dit, Brigitte, au niveau de différents domaines, la souveraineté énergétique, mais aussi au niveau des traités qui viennent de l'Europe, mais aussi une chose où je pense que c'est très, très important, il faut qu'on revoie s'il ne faut pas non plus créer un groupe de travail au niveau de l'armement et de la défense. Ouais, ça, c'est aussi quelque chose que je vois presque indispensable. Et de vraiment de dire, OK, on va travailler sur des sujets concrets et de remettre un petit peu l'amitié franco-allemande en état. Parce que quand on voit déjà sur la base de notre population ou des échanges, je pense que ça commençait un petit peu de ralentir. Quand je vois par exemple dans les écoles, pour moi, c'était complètement normal qu'on est parti dans la période de Pâques, chaque année, quelques jours en France. Et après, les Français sont venus en Allemagne. On a fait la fête, on a vu commencer à l'école dans les différents pays, on se connaissait. On a compris ce que c'est notre culture parce qu'en fait, bon, on n'est quand même pas tout à fait pareil déjà au niveau de la nourriture et de manger. Je pense que c'est toute une culture que les Allemands ont vu un peu stupéfiés et ils ont bien apprécié, en tous les cas moi. Et en fait, toute ma vie ou toute ma vita s'est développée un petit peu grâce à ça. Moi, cette idée de rencontre, comment dire, pas les idées, mais de voir comment c'est la France. Ça, je suis devenue curieuse. Je dis, bon, après l'école, j'aimerais bien partir en France, travailler un petit peu là. Je travaillais pendant 2 ans à Toulouse. Je rencontrais mon mari à Toulouse. On a des enfants qui sont franco-allemands et même un petit peu accent du sud, je sais. Et depuis 2019, quand je sentis que ça ralentit un petit peu dans le moteur franco-allemand, je fais quelque chose où je croyais que ce n'était pas du tout nécessaire, mais je pris la nationalité française. Et c'est pour moi-même, c'était quelque part un moment où je dis: «Je veux montrer que c'est nécessaire de faire quelque chose».
Et après, on a créé l'Assemblée franco-allemande et maintenant je suis là-dedans et je vois un petit peu, c'est mon devoir politique de m'engager dans ce groupe pour faire démarrer de nouveau les relations franco-allemandes à un niveau où on était déjà. Je crois que ça a baissé un petit peu, mais on est de tous les deux côtés la bonne volonté de le faire redémarrer. Et je crois que demain, ça va être un bon moment pour vraiment montrer aussi au public qu'on est censé se les deux côtés et de faire quelque chose de bien dans le futur, dans les prochaines 60 ans. Merci. Merci beaucoup, mesdames les députées, pour pour ce premier retour très, très personnel, très riche. Nous vivons dans les temps de crise. Et les temps de crise, c'est le temps de l'exécutif. Nous sortons de la pandémie. Nous avons la guerre en Europe. Nous avons des questions géopolitiques, énergétiques et de sécurité qui dépassent même l'Europe. Et donc, je vous pose une première question pour rentrer un peu dans le vif de ce sujet-là. Les temps de l'exécutif font que le Parlement est peut-être pas le premier endroit où il faut aller pour discuter, pour prendre des décisions. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est, on sait très bien, le Bundestag a plus de pouvoir que l'Assemblée nationale. Pendant ces 2 dernières années, en matière de défense, de sécurité, le SCAF, le système de combat d'air du futur, dès qu'on a entendu, oui, Macron et Scholz, ils sont d'accord, ça va se faire. Et quand j'explique à Paris, oui, mais le Bundestag n'a pas encore voté. Ah bon? Ah oui, il faut qu'il vote. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a 20 milliards d'euros en jeu et c'est l'argent du contribuable. On voit bien l'asymétrie entre les deux parlements. Donc, je viens à ma question. Cette formidable enceinte qui est l'Assemblée parlementaire franco-allemande, vous discutez, vous prenez des décisions. Qu'est-ce qui se passe avec les décisions après? Est-ce que c'est pris en compte à l'Élysée, à la chancellerie? Ça me révise à votre première expérience avec peut-être cette asymétrie institutionnelle d'un côté et les temps de crise où nous vivons. Quelle est votre appréciation? Merci. Merci. C'est-à-dire, oui, effectivement, on travaille un peu différemment et en Allemagne, c'est le Parlement qui décide sur le budget. C'est comme ça. Et ça, par contre, il faut bien expliquer aux Français parce qu'ils disent toujours, ou enfin, on a l'impression des fois, ben, mais pourquoi les Allemands, ils ne s'avancent pas avec leurs décisions? Il faut de l'argent pour les projets d'armement, tout ça, là. Ben oui, ben, en Allemagne, on a chaque année une discussion sur le budget et là-dedans, il y a aussi des projets d'armement. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas décidé, mais c'est pas comme en France où je crois que vous avez des plans de 7 ans. Si je bien, enfin, vous dites OK, on veut faire ça. Ici, il y a l'argent et au bout de 7 ans, on développe ce plan. Ça marche pas en Allemagne. C'est vrai qu'à ce moment-là, le Parlement, il est en dessus de tout. Par contre, qu'est-ce qu'on fait avec les décisions qu'on veut, ou enfin qu'on a encore à prendre? Parce que pour le moment, il faut avouer aussi, 2019, on a lancé le traité d'Aix-la-Chapelle. Après, il y avait le Covid. Et il n'y a pas grand-chose vraiment qui s'est décidé à part des papiers où on était bien d'accord, qu'on voulait travailler ensemble. Tout ça, c'était un peu des beaux mots, mais pas vraiment des points précis derrière. Ça, c'est pourquoi demain, on va mettre les groupes de travail en route, et parce que ce sont les groupes de travail qui se donnent leur but, qui décident sur quel sujet ils veulent travailler et quelles décisions ils vont prendre. Et après, ces papiers, ils sont, disons, une guideline, une proposition très sincère pour les gouvernements, enfin, en tous les cas, ce qu'on veut faire en Allemagne, et ils sont à travailler là-dessus. Je veux juste donner un exemple. Quand on s'est rencontrés en novembre,
On avait les deux chefs des commissions de défense aussi dans un cercle-là. Et en fait, il y avait ce ressentiment que si nous, on travaille aussi sur l'armement, ils disent, ouais, mais bon, nous, on décide normalement dans les comités d'armement. Non, ça va être vraiment main en main, c'est-à-dire nous, on décide sur les grandes lignes, on discute sur les grandes lignes, on explique peut-être aussi pas mal de choses qui ne sont pas claires. Et c'est après, bien sûr, dans les commissions où les décisions sont un peu plus formées, plus élaborées, pour après avoir des indications pour le gouvernement, comment ils peuvent agir ou pas. En fait, ce n'est pas seulement nous qui décidons quelque chose, ou la commission, ou le gouvernement. Je pense qu'il faut vraiment mettre tous ensemble. Ça demande de la communication. Ça demande du management aussi et de la volonté. Mais moi, je dis, on est là, on se présente pour ça et ça, c'est le but pour lequel on veut travailler. Donc, vous diriez que l'Assemblée parlementaire franco-allemande est là pour faciliter la prise de décision franco-allemande au niveau gouvernemental. Oui, c'est un petit peu comme une base diplomatique peut-être, où on essaye d'expliquer des positions, pourquoi quelque chose est peut-être comme ça dans le gouvernement français ou allemand, et d'essayer vraiment de connecter les deux parties et d'expliquer. Voilà, merci à Sylvain de nous avoir rejoints. Vous évoquiez les crises que nous traversons maintenant depuis bientôt 3 ans. J'ai en tête depuis plusieurs jours cette citation de Jean Monnet qui est connue, archi connue, mais je tiens à la rappeler parce que j'y crois vraiment. L'Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises. On a toujours vu et on voit encore actuellement que les crises font avancer les choses. Je fais un tout petit aparté. Tu as évoqué les frontières tout à l'heure et on a vu qu'au printemps 2020, la frontière entre la France et l'Allemagne s'est refermée. Là, en l'occurrence, ce n'était pas une avancée, mais c'était une régression. Personnellement, j'en ai pleuré. Parce que je pensais jamais qu'un jour les frontières entre la France et l'Allemagne se refermeraient à nouveau. Et on voit que malgré tout, et je pense que maintenant on ne les fermerait plus, puisque voilà, on voit bien que les frontières n'arrêtent pas le virus. Mais on voit malgré tout combien cette crise-là a aussi fait avancer les choses. Moi, je suis reconnaissante à l'Allemagne et me permet de dire que la France est reconnaissante à l'Allemagne d'avoir sauvé des vies parce qu'on a pu mettre en place des transferts de patients vers l'Allemagne dans un premier temps, ensuite vers la Suisse et vers d'autres pays. Mais voilà, et aujourd'hui, en France et en Alsace plus particulièrement, on sait que et des personnes savent qu'elles doivent la vie, et elles le disent, à ces transferts de patients vers l'Allemagne. Alors, le traité d'Aix-la-Chapelle dit clairement, alors je ne l'ai pas amené avec moi, mais vous le retrouverez sur Internet, que l'Assemblée parlementaire franco-allemande doit justement se concerter, échanger et essayer de se mettre d'accord sur des textes, donc effectivement des papiers, mais avec ensuite des implications qui ont des retentissements dans nos pays. Ces textes que nous adoptons ensemble n'ont pas de valeur juridique en soi, mais ensuite ils peuvent, et j'ai envie de dire ils doivent, si possible, être soumis à nos parlements respectifs. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent Sandra, et je sais qu'il en est de même pour Sylvain Maillard, qui est le président du groupe d'amitié entre la France et l'Allemagne, mais tu sièges aussi à la PFA, si je ne me trompe pas. Voilà, nous sommes des députés qui voulons être efficaces et qui voulons faire avancer les choses. Pour ma part, je vous disais que je suis jeune, nouvelle députée, que je découvre aussi
l'Assemblée parlementaire franco-allemande et son fonctionnement, qui est très, très formel, très, très, très formel, très formel. Voilà, c'est dit. Je pense pouvoir... Oui, 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 vous pouvez applaudir, mais je le crois profondément et nous le croyons tous ici à cette tribune. Et c'est également ce que pense mon collègue coprésident du bureau, Nils Schmitt. Et donc, on va essayer de faire avancer les choses. Par exemple, et c'est peut-être une idée que je vais soumettre lundi au bureau, je me permets déjà de la partager, il y a les groupes de travail. Voilà, on est obligé de passer par là. Mais on peut peut-être aussi, sur des sujets, mettre en place un peu plus de souplesse, peut-être désigner juste, je ne sais pas, 2 députés allemands de la PFA et 2 députés français qui s'empareraient d'un sujet pour permettre aussi d'avoir des retours plus rapides que ceux d'un groupe de travail. Les sujets sont tellement nombreux, le nombre de députés à la PFA est limité et seuls les députés de la PFA peuvent voter dans le cadre, voilà, peuvent voter. Et donc, si on veut faire avancer, je pense qu'il faut peut-être passer à des formats plus légers, mais on va en discuter. L'exécutif et le législatif, vous l'avez dit, Sandra l'a dit, on n'a pas exactement les mêmes fonctions, les mêmes prérogatives dans nos 2 pays. Mais pour avoir été dans l'un, dans l'exécutif, et pour être aujourd'hui dans l'autre, dans le législatif, dans notre pays, en plus, et malheureusement quand même, il faut, à une période où on n'a plus une majorité, cher Sylvain, comme il y en avait une avant le mois de juin dernier, aujourd'hui, clairement, l'exécutif et le législatif, et en tout cas la majorité dans notre pays, eh bien, discutent beaucoup ensemble pour faire avancer les choses et pour trouver, allez, on va reprendre ce beau nom de consensus qu'on connaît bien en Allemagne, qu'on connaît un petit peu moins en France, mais qu'on a commencé à connaître aujourd'hui. Et puis, un dernier mot, il y a dans le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est un outil très précieux. Et il faudrait peut-être, je pense que l'Assemblée parlementaire franco-allemande se rapproche un petit peu de cet autre organe qui a été mis en place par le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est le CCT, le comité, alors je ne sais plus quoi, de coopération, voilà, comité de coopération transfrontalière, voilà, c'est ça. Et le CCT est aussi un organe intéressant parce qu'il rassemble autour de la même table des représentants de l'État, des 2 États, français et allemand, des députés des deux États, et puis des élus locaux, français et allemands, et là aussi pour faire avancer des sujets précis, notamment les sujets qui sont inscrits dans les annexes du traité d'Aix-la-Chapelle, qui sont des projets concrets. Je pense à des sujets qui nous tiennent très à cœur, comme les liaisons ferroviaires transfrontalières, et qui nous permettent d'avancer. Donc moi qui suis quelqu'un de toujours optimiste, je pense que, enfin clairement vous avez compris quand vous voyez les parlementaires qui sont devant vous, Sylvain ne s'est pas encore exprimé, mais vous l'entendrez, nous sommes là pour faire avancer les choses aux côtés et avec les exécutifs. Et vous savez, que ce soit la coopération transfrontalière ou que ce soit les relations internationales, pour moi elles reposent sur 2 pieds. L'un des pieds, c'est la volonté politique, et elle est là. Et le deuxième, ce sont les relations personnelles. Et je crois pouvoir dire qu'elles sont là aussi. Merci beaucoup. Merci Sylvain de nous avoir rejoints. Il n'y a aucun problème. Vous avez été élu il y a quelques semaines, je crois, quelques mois, président du groupe d'amitié France-Allemagne ici à l'Assemblée nationale. Félicitations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste vraiment votre travail au sein du groupe d'amitié France-Allemagne et en quoi il est complémentaire du travail de l'Assemblée parlementaire franco-allemande? Et je pense notamment à ce qui pourrait être des échanges et on va dire d'inspiration en fait que vous pouvez avoir les uns avec les autres en se disant tiens ceci fonctionne très bien chez vous, on pourrait l'appliquer chez nous. Et je pense notamment à une proposition de loi que vous avez déposée récemment qui parle de l'apprentissage
Si ça, c'est peut-être pas quelque chose d'inspiration allemande, ça pourrait, ça pourrait l'être. Merci beaucoup. Encore mille excuses pour mon retard, mais j'ai été pris dans des manifestations en traversant Paris et donc ça a été compliqué d'arriver, mais je suis vraiment ravi d'être avec vous. Juste pour vous dire un mot, peut-être que vous en avez parlé, ici vous êtes dans la salle, qui est une salle importante pour Brigitte et pour moi, parce que c'est une salle où on passe beaucoup, beaucoup de temps. C'est la salle pour nous Renaissance, en fait, du groupe Renaissance. Et c'est dans cette salle qu'on prend beaucoup de décisions tous les mardis, puisque c'est le moment de notre réunion de groupe et j'ai toujours beaucoup d'émotions ici quand c'est vraiment une vraie salle de travail. Donc, je suis ravi de vous voir et de vous participer à un endroit qui est vraiment le cœur de la République et le cœur de la prise de décision traditionnellement, puisque c'est toujours la salle du groupe majoritaire ici. Donc, pour vous parler du groupe d'amitié, d'abord dire qu'il va se constituer formellement après-demain. Donc, on est même en amont de phase et il va se constituer formellement et on va recevoir immédiatement l'ambassadeur d'Allemagne en France qui viendra nous échanger son point de vue et l'idée qu'il se fait évidemment de la relation et comment on peut faire pour toujours l'améliorer. Moi, je fais partie de mon histoire, est une histoire qui est intimement liée avec l'Allemagne puisque j'ai eu la chance de partir finir mes études en Allemagne, à Munich, puis ensuite de travailler à Stuttgart. Et ce qui m'a permis, ces 3 années consécutives, permis vraiment évidemment de travailler ma langue, parce que c'est compliqué, il faut apprendre l'allemand, mais au-delà de ça, de me construire un profil européen et d'avoir vraiment l'Europe cheville au corps. Et c'est ce que je veux faire partager à tous les jeunes français, particulièrement, je suis député français, qu'ils puissent tous avoir une expérience européenne. C'est la promesse du président Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle. Chaque jeune doit avoir une expérience européenne. C'est une promesse qu'il a renouvelée en 2022 et elle va se traduire dès la semaine prochaine, mercredi, puisque nous passons en commission, sur une proposition de loi que j'ai déposée avec mes collègues du groupe Renaissance, qui est une proposition de loi qui va faciliter ce qu'on appelle l'Erasmus de l'apprentissage. Chaque apprenti en France doit avoir la possibilité, s'il le souhaite, de partir en apprentissage dans un pays européen. Nous, ce qu'on veut, c'est que chaque Français ait une expérience européenne. L'Europe, c'est un très joli drapeau, c'est un très joli concept, et pour beaucoup de nos concitoyens, au fond, c'est quelque chose de très éloigné. Et probablement, beaucoup d'entre vous, si vous êtes ici, c'est que vous avez cette expérience européenne, cette expérience allemande, ou bien expérience française quand vous êtes allemand. C'est qu'au fond, si vous n'avez pas eu un rendez-vous dans votre vie qui vous a fait travailler ce regard vers l'autre, de l'étranger, de l'européen, au fond, vous n'aurez pas cet attachement profond à l'Europe. Et donc, nous, on pense que chaque jeune, à la fin de nos 2 mandats, à la fin de nos 2 mandats législatifs, les 2 mandats du président de la République, il faut qu'on ait mis en place cette possibilité pour chaque jeune d'être parti en Europe. Et donc, je porterai cette proposition de loi en commission mercredi, puis en hémicycle le mercredi d'après. On va la faire passer rapidement au Sénat pour qu'elle soit en application dès septembre prochain. Et ça va faciliter, alors ça existe déjà, mais on va vraiment l'accélérer grâce à ça, permettre vraiment à chaque jeune, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des Bac+5, Bac+4 qui partent en Erasmus. Il faut que tout le monde, chaque jeune, a le droit à partir et d'avoir une expérience européenne. Donc voilà, je suis ravi de porter. Alors, plus précisément sur le groupe d'amitié France-Allemagne, d'abord, je succède à un excellent président, Christophe Arendt, qui a été un excellent président. Je le dis, j'ai eu la chance d'être l'un de ses vice-présidents et vraiment qui a été un vraiment très bon président et donc il a mis la barre très haute. Mais on va relever le défi. Et ce que j'ai dit à l'ambassadeur d'Allemagne en France il y a 2 semaines, je lui ai dit, moi, l'idée que j'ai, c'est d'être très opérationnel. Je souhaite que chaque député du groupe d'amitié France-Allemagne puisse savoir, sur les différents textes sur lesquels il travaille, on a tous, vous savez, une appétence pour 1 ou 2 sujets ou 3 sujets. On a toujours une appétence, qu'il puisse avoir son correspondant en Allemagne et qu'il puisse regarder ce qui se passe en Allemagne, les bonnes pratiques, il y en a plein, des moins bonnes pratiques, il y en a aussi. Et donc, on puisse comparer. Parce que très souvent, alors moi je suis le premier à toujours dire regardez ce qu'ils font en Allemagne, c'est toujours mieux. Mais
sur plein de points. Hein. Il y a des points. Et quand on a réformé l'apprentissage, moi je portais la réforme de l'apprentissage. Je peux vous dire qu'on a fait beaucoup de copier-coller sur ce qui se passe en Allemagne. Comme par hasard, 3 ans après, on a plus que doublé le nombre d'apprentis. Donc, vous voyez, il y a des choses, c'est évident, c'est de l'autre côté du Rhin. Il faut regarder ce qui se passe et faire parfois pareil, mais c'est pas toujours parfaitement pareil. Mais regardez. Et donc, ce groupe d'amitié, ce que je veux, c'est que chaque député, qu'on puisse avoir une cartographie des députés allemands, et que chaque député français du groupe d'amitié puisse se dire « Ah, je vais travailler sur tel sujet, le spécialiste au Bundestag, c'est celui-là, c'est celui-là. » Et qu'on puisse les mettre en rapport. Vous savez quoi? On va changer les choses. Même les députés français, pour beaucoup d'entre eux, ne sont jamais allés en Allemagne. Si on arrive à les emmener, ils ont une appétence. Vous voyez, pour l'Allemagne, au fond, ils n'y sont jamais allés, pour beaucoup d'entre eux, sauf les transfrontaliers. Mais si on arrive à les emmener en Allemagne, avoir une expérience allemande, regarder ce qui se passe auprès de l'Allemagne, mais ils vont revenir transformés. On l'a fait pour d'autres pays. Et donc, c'est ça, ce mandat-là que je veux porter, évidemment, au-delà de ce qu'on doit faire en tant que président du groupe d'amitié, c'est vraiment de construire une vraie relation parlementaire efficace sur les sujets qui intéressent les députés allemands et les députés français pour qu'on puisse construire une relation toujours plus étroite entre nos deux pays. Voilà, c'est la mission que je me suis fixée. C'est une excellente mission. Est-ce que vous pourriez mettre sur l'agenda l'apprentissage de l'allemand? Parce qu'on observe depuis une bonne quinzaine d'années une stagnation de l'apprentissage de l'allemand en France. Moi-même, j'avais travaillé dans le privé, dans le secteur énergétique, dans un groupe européen à Paris pendant plus que 10 ans. Je ne croyais pas ce qu'on m'avait dit avant. Alors, tu ne vas pas trouver des gens qui parlent allemand, alors qu'en réalité, chaque fois qu'on avait des candidatures, c'est « Ah, la personne, elle parle allemand. Super, on retient. On va voir après si la personne est vraiment plus apte, adaptée ou pas, mais on va voir. » Donc, c'est devenu, ça a toujours été dans cette entreprise, un facteur d'embauche. Et donc, la question de savoir est-ce que ça commence à changer, et je pense qu'on peut aussi poser la question côté Allemagne, parce que là aussi, ça stagne. Ça baisse même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout de sortir de notre tête. Oui, de toute façon, l'espagnol, ça devient de plus en plus important, ou bien le chinois. Je me souviens, quand je suis arrivé en France il y a 25 ans, mon ami m'a dit « Tu vas voir, dans 20 ans, ce n'est plus dans le franco-allemand qu'on va discuter, mais la question de savoir est-ce qu'on va tous parler le chinois ?» Et à l'époque, j'étais naïf et convaincu, tu vas voir, ça ne va pas être le cas puisque nous sommes des Européens. Alors, pour revenir à la question, est-ce que vous allez mettre à l'agenda l'apprentissage de l'allemand et du français, respectivement? À vous. Là-dessus, c'était une des discussions que j'ai eues avec l'ambassadeur aussi, parce que les chiffres sont très mauvais des deux côtés du Rhin. Très mauvais. C'est pas que ça stagne, c'est que ça s'écroule. Donc, nous en France, moi, je me retrouve dans ce que vous avez dit. Vous savez, moi, j'ai pris allemand en première langue. Alors, traditionnellement, c'était les classes, plutôt, on disait c'était les classes des bons élèves. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça d'ailleurs. Mais en réalité, dans mon idée, c'était mon assurance vie en me disant j'aurais toujours du boulot. Parler allemand, j'aurais toujours du boulot. Parce qu'il y a toujours des grandes entreprises allemandes qui étaient en France. Et donc, au fond, ça faisait un vrai distinguo. Il faut être très réaliste. Vous avez raison, il y a vraiment une appétence pour l'espagnol parce qu'on dit que c'est aussi plus facile. Mais en fait, ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas beaucoup de profs d'allemand en France. On a une grande difficulté. Moi qui suis élu parisien, dans les lycées parisiens, remplacer un prof d'allemand, c'est quasiment impossible. D'ailleurs, on n'a pas que là où on a des difficultés de profs, mais vraiment, le prof d'allemand, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut évidemment qu'on puisse travailler sur comment redonner de l'intérêt pour trouver des profs d'allemand et en parallèle, donner de l'intérêt pour l'Allemagne. Et oui, c'est vrai que c'est plus sympa de passer des vacances. Enfin, c'est plus sympa. C'est différent de passer des vacances en Espagne. L'été, c'est différent. Mais honnêtement, la Romantistrasse dans le sud de l'Allemagne, de la remontée, Neuschwanstein, il y a des Munich, l'Oktoberfest. Hein. Bon, voilà, ça mérite d'être vécu quand même.
Et c'est quand même plus sympa quand on parle allemand et qu'on a notre tenue en peau que voilà, de le faire et de le vivre. Donc moi je pense vraiment qu'il faut être très opérationnel de part et d'autre. En tout cas en France, il nous faut des profs d'allemand. Il faut qu'on regarde comment on forme des profs d'allemand, qu'on paye des profs d'allemand aussi et qu'on puisse redonner de l'appétence. Mais moi je suis certain que si on fait une offre, il y aura de la demande parce que les Français, tout le monde s'en rend compte. Voilà. Et puis moi, à titre personnel, j'ai mis mes 2 filles à l'allemand en première langue. Oui, ben, en Allemagne, on a les mêmes problèmes au niveau des profs et il manque chez nous des profs tout court. Hein. C'est vraiment une question de capacité, mais aussi, j'ai l'impression que les enfants sont plus feignants, comme on dit. Hein. C'est ça fait du travail, et le français, c'est pas facile, l'allemand n'est pas facile non plus. Moi, j'entends toujours de mes propres filles, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils passent par les cours français et bon, ça laisse à désirer aussi et ils me disent: «Ouais, mais de toute façon, toi, de ce que tu me racontes, dans 4 5 ans, on a des portables, ça va faire des traductions simultanément». Bon, bah, il y a toujours des bonnes excuses, mais par contre je suis un petit peu là que peut-être il faut pas non plus trop insister sur la langue elle-même, hein. Il faut peut-être d'abord vraiment ce niveau assez bas et intéressant, prendre les jeunes pour qu'ils ont envie de rencontrer la culture. Et vraiment, si on met la barrière déjà comme ça, tu peux seulement aller dans l'autre pays quand tu parles bien l'allemand ou quand tu parles bien le français, je pense que ça va pas aider vraiment. Il faut qu'ils ont envie de partir en Allemagne, de faire la fête avec les copains, d'avoir peut-être une petite première amour allemand ou français. Non, mais vraiment à des niveaux très très bas d'attirer la jeunesse. Et je pense que la langue, ça viendra. Parce qu'à la fin, ils vont être intéressés Là, il y a un monsieur qui lève la main, qui a quelque chose à dire là. Qui a aussi des amours en Allemagne, non? Je m'exprime donc, je suis Bernadette, aussi d'origine une pièce rapportée en France. Oui, comme dit Claude Auger, vous savez, fameux vaste, pour créer une appétence en langue étrangère de jeunes. C'est pas la question qu'on enseigne l'espagnol, l'anglais ou l'allemand en première langue. C'est faire venir des profs allemands en France pour qu'ils enseignent une matière. Certaines matières sont plus simples que les mathématiques, parce que le langage, c'est pas la littérature ou l'histoire, et faire en sorte que les profs français aillent enseigner dans les écoles allemandes. Et je pense que c'est ça la voie qu'il faudrait développer, oui. Après, il y a la question de rémunération. Les profs allemands, peut-être plus en Allemagne, quand il va venir faire la même chose. C'est juste ces commentaires. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre intervention. Alors, je vais laisser Madame Klinkert répondre et ensuite on prendra quelques questions. Allez-y. Bon, je vais essayer de garder en mémoire ce que je voulais répondre. Oui. Oui, excusez-moi, je vais me permettre d'intervenir aussi. Donc, Christine Aignan, j'étais députée dans l'ancienne législature et j'ai fait aussi partie de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, donc de cette première assemblée. Et je voulais me permettre donc de faire quand même un petit témoignage également, parce que bon, j'ai beaucoup apprécié donc tout ce que vous nous avez dit, qui correspond effectivement à ce que j'ai vécu. Je dois dire que de tout mon mandat, c'est probablement une des expériences les plus riches et les plus intéressantes donc, que je retiens de ces 5 ans qui ont pourtant été extrêmement bien remplis. Alors effectivement, nous avons eu le Covid, mais on a quand même pu continuer à travailler parce qu'on a utilisé les visios. On a nos 2 présidents qui ont tout fait pour qu'effectivement cette assemblée puisse continuer à vivre. J'ai eu aussi, je dirais, l'honneur de pouvoir, avec une collègue, Anna Christmann, initier le premier groupe de travail qui a été lancé par cette assemblée, qui concernait donc tous les sujets numériques, qui n'étaient peut-être pas donc effectivement les sujets les plus conflictuels, mais qui nous ont permis quand même d'avoir une première expérience de ce travail commun qu'il fallait mettre en place avec des parlementaires français d'un côté, allemands de l'autre, qui avaient vraiment
des modes de fonctionnement extrêmement différents. Donc ça, je pense que c'est aussi très important à prendre en compte. Je me suis vraiment demandé pourquoi on avait attendu 60 ans pour mettre ça en place, parce qu'effectivement, quand on comprend comment les deux systèmes fonctionnent de manière différente, avec une découpe de responsabilités qui ne sont pas au même niveau, on se demande comment nos deux exécutifs ont pu travailler et avancer de manière efficace sans mettre plus vite en avant donc, les deux parlements, parce que je pense qu'effectivement, comme les décisions ne sont pas prises au même moment et de la même manière, je pense qu'on a vraiment comblé un vide et qu'à un moment donné, il faudra que cette assemblée soit un petit peu plus, parce que là, c'est effectivement, je dirais, entre guillemets, pour utiliser un terme anglais de la soft power. Donc, comment effectivement est-ce que ça peut être un petit peu plus formalisé, en sachant tout ce que ça peut, au niveau des fonctionnements constitutionnels, impliquer. Mais je pense que c'est très important. Et si une expérience, par exemple, que ce que j'ai vécu, c'est que le côté allemand, où on avait beaucoup de formalisme avec des collègues qui devaient toujours référer à leur groupe pour savoir ce qu'ils allaient dire, même dans nos travaux, par rapport à des députés français qui ont un comportement finalement beaucoup plus individuel et individualiste, et où il y avait une agilité, elle était décalée, cette agilité, par rapport à l'image qu'on a quelquefois du fonctionnement de nos deux pays. Donc voilà, je voulais faire ce témoignage parce que franchement, je pense que c'est une assemblée qui, comme vous l'avez dit, hein, c'est la première fois que deux parlements travaillent comme ça ensemble. Donc c'est vraiment à noter, à mettre en avant. C'est pas assez connu. Et bon, là, on va rentrer dans une période où on va avoir des élections bientôt. Je pense qu'il faut aussi en parler, même si c'est des élections européennes, donc parler de manière plus générale de ce qui peut être fait ensemble entre tous nos pays. Merci Brigitte Klinkert. Bravo et merci pour votre témoignage et l'engagement qui a été le vôtre. Et tout à l'heure, j'ai évoqué la fermeture et la réouverture des frontières entre la France et l'Allemagne. Je sais le rôle qu'a joué l'Assemblée parlementaire franco-allemande justement auprès des deux exécutifs dans ce sens. Et je tiens à vous en remercier. Je reviendrai sur la question des langues parce que j'ai envie de dire, j'ai une pratique, une expérience à ce sujet en tant qu'élu local pour avoir été pendant 3 ans présidente de conseil départemental en Alsace. La première chose, ça a été dit, je crois, et c'est toi Sandra qui l'a dit, il faut qu'on donne envie à nos jeunes, voire aux moins jeunes, d'apprendre l'allemand, de découvrir la culture allemande, de découvrir l'Allemagne. Je crois que ça, c'est fondamental si on veut arriver à ce que le phénomène de baisse de l'apprentissage de l'allemand en France, eh bien, on arrive à le stopper, voire à renverser la courbe. Alors, les idées que vous avez évoquées, monsieur, là, tout à l'heure, justement, j'ai essayé de les mettre en œuvre. Je me suis dit, bon, allez, on est en Alsace. De l'autre côté du Rhin, il y a des communes, il y a des écoles. Eh bien, nous qui sommes en charge des collèges dans les conseils départementaux, on va proposer des échanges sur une journée avec des établissements voisins. Et ben, bon, après, il y a la crise Covid qui est venue, mais je n'ai pas réussi. Et je n'ai pas réussi, pourquoi ? Parce que de l'autre côté du Rhin, à Le Rare, etc., on me disait « Ah ben non, nous, ça ne nous intéresse pas. Vous savez, nos jeunes, ils apprennent l'anglais, ils n'apprennent pas le français. Donc, si vous venez avec vos petits Alsaciens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont parler anglais ensemble. » Donc, c'est la vraie question aussi. Donc, donner envie, trouver des profs. Alors, pour trouver des profs, je me suis dit comment je vais faire, parce qu'en Alsace aussi, il nous manque des profs. Il faut savoir que dans notre pays, il y a moins de candidats ou juste autant de candidats pour le CAPES d'allemand que de lauréats. Donc, autant vous dire que si vous vous présentez demain, qui que vous soyez, vous serez sûrement reçu parce qu'on cherche des profs d'allemand. Donc, tout le monde ou à peu près, malheureusement, a le concours. Alors que si vous passez le concours du CAPES pour l'espagnol ou pour le portugais, là, au contraire, il y a beaucoup plus de candidats que de reçus. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher des profs en Allemagne
pour mes collèges. Eh ben, c'est compliqué parce qu'ils sont payés le double en France, donc juste pas possible. Et alors, j'ai eu une idée, mais comme j'ai été nommée au gouvernement, j'ai pas eu le temps de l'appliquer. Et j'avais des correspondants qui étaient d'accord. C'était de se dire, il y a en Allemagne des jeunes qui se forment pour devenir enseignants de français ou d'autres choses. Ben, ces jeunes, on pourrait peut-être trouver un accord avec nos voisins pour qu'ils se prennent une année et viennent en France. Là, moi, ma compétence, c'était les collèges, donc je parle des collèges, et ils passent une année à faire j'ai envie de dire du périscolaire, mais de tout faire en allemand. Et de faire du sport en allemand, de faire de la culture en allemand, pour habituer l'oreille et surtout, puisque ces enseignants seront jeunes, donner envie à ces jeunes d'apprendre l'allemand. Voilà. C'est l'une des pistes que j'ai entrevues. Mais alors la bonne nouvelle, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus, mais c'est que demain, il va y avoir un accord qui va être conclu entre nos deux ministres de l'Éducation, français et allemand, pour une stratégie de l'apprentissage de la langue de l'autre, donc de l'apprentissage de l'allemand en France et de l'apprentissage du français en Allemagne. Et moi, j'ai assez envie que nous, groupe d'amitié ou assemblée parlementaire franco-allemande, eh bien, on soit chargé du suivi et qu'on essaye de faire que cette courbe s'inverse et que demain, on soit plus nombreux à apprendre l'allemand en France, même si on entend dire aussi, et c'est vrai, que l'allemand n'est pas une langue facile. Première question avant de passer à la salle. Zanolisa, vous avez dit aujourd'hui dans une interview au Handelsblatt, alors pour demain, vous n'attendez pas que des belles paroles, mais des actes. Quels actes attendez-vous? Et vous, Madame la députée Klinkert et Monsieur Maillard, pour demain, quels actes l'Europe a besoin concrets? Eh bien, justement, moi, j'ai envie de vous parler de l'Europe du quotidien, parce qu'il y a certainement un certain nombre de textes qui vont être conclus demain, et la présidente de l'Assemblée nationale et la présidente de Bundestag vont également faire une déclaration commune. Et je crois qu'on peut dire que nous avons veillé, c'était la demande aussi de la présidente de l'Assemblée nationale, à ce qu'il y ait du concret dans cette déclaration. Et ce concret, ben, c'est déjà tout simplement d'appliquer les engagements qui ont été pris dans le traité d'Aix-la-Chapelle, dans lesquels il y a par exemple, je l'évoquais, des liaisons transfrontalières qui doivent être réalisées. Où est-ce qu'on en est 3 ans après? Est-ce qu'on a avancé ou pas? Et d'ailleurs, il est de la responsabilité de l'Assemblée parlementaire franco-allemande de veiller à la réalisation, à la concrétisation du traité d'Aix-la-Chapelle. Il y a aussi à Kehl, mais ce n'est pas parce que c'est à Kehl que j'en parle, le CEC, le comité, alors pour la consommation, je n'ai plus le nom exact en tête, une chambre de consommation qui est là pour les Français et les Allemands, et pour régler tous les problèmes qui se posent à eux dans le cadre de la consommation. Mais quand je dis consommation, c'est aussi le droit du travail, et Dieu sait qu'il y a eu des soucis dans notre droit du travail ces dernières années avec la crise et avec le télétravail. Je voudrais évoquer aussi, et je suis heureuse que tu déposes cette proposition de loi, cher Sylvain, la mobilité des jeunes. Il existe un programme, je ne sais pas si dans le projet dans la proposition de loi, tu inscris ce programme, qui existe en Allemagne, mais qui n'existait pas jusqu'à présent en France, pour des jeunes qui ne sont jamais sortis de leur quartier, qui ne sont jamais sortis de leur ville et qui, du coup, ne sont jamais sortis de leur pays, pour leur donner, alors c'est, comme m'a dit à l'époque mon collègue ministre du Travail, il m'avait dit que c'est un programme qui a des résultats incroyables, mais qui coûte cher, mais que ça vaut la peine de le faire. En fait, on cherche ces gamins qui sont dans des quartiers, on leur donne les rudiments d'allemand,
on leur explique la culture, la gastronomie allemande pour qu'ils ne se sentent pas étrangers une fois qu'ils sont en Allemagne. Donc, on leur donne même de l'argent de poche et ils sont accueillis dans des entreprises, ils sont accueillis dans des familles sur 3 mois ou 6 mois, voire plus longtemps. Donc, ils sont en immersion en Allemagne. Et une fois qu'ils ont passé 3 mois, 6 mois en Allemagne, eh bien, ils reviennent transformés. Et si on pouvait arriver à mettre en place des programmes de ce type, ça serait juste incroyable. Donc, voilà du concret, essentiellement pour les jeunes, parce que l'avenir, ce sont les jeunes. Donner envie à nos jeunes d'apprendre l'allemand, de connaître l'Allemagne et, et, et tout simplement de devenir européens. Parce que nous, notre génération a eu des parents, des grands-parents, voire des arrière-grands-parents qui ont connu la guerre. On sait l'importance du pilier franco-allemand et on sait que c'est lui qui nous donne la paix grâce à l'Europe. Merci. Un dernier mot, Jeanne Ravesa et Sylvain Maillard, quels actes l'Europe a besoin? Je pense qu'il faut qu'on passe des discours de dimanche. C'est un peu... ils sont très bien les discours de dimanche parce qu'on parle beaucoup de l'amitié franco-allemande, des visions qu'il faut avoir. Mais maintenant, il faut qu'on devienne concret. Et Brigitte, elle a déjà dit pas mal de choses sur le concret. Mais c'est-à-dire, moi, ce que je m'attends, c'est quand même quelque part une manifestation comme on veut solutionner nos problèmes de la souveraineté énergétique, comme on veut travailler ensemble au niveau de la défense et de l'extérieur, enfin notre politique extérieure. Mais aussi comment on veut prendre les jeunes avec nous, comment on veut en fait se redévelopper dans le futur au niveau de la, c'est-à-dire population, mais aussi l'infrastructure, tout ce qui manque. Et pour ça, ils nous ont donné un outil à la main dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Ce sont ces groupes de travail. Moi, je compte beaucoup là-dessus. Parce que ça va être plus les petits pots bien gentils et sympas, mais ça va être vraiment du travail. Et de ça, on peut développer des bons plans et décider comment on peut restructurer le futur, pas seulement de la combinaison franco-allemande, mais aussi de l'Europe. Et là, j'attends vraiment que demain, Macron et Scholz disent des mots très clairs là-dessus. Ok, une vision stratégique pour l'Europe, si je résume bien. Sylvain Maillard, dernier mot. Pourquoi ça marche pas? Ça y est, pardon. Ouais, là, on rentre dans le dur, là. Parce que, qu'on soit... en réalité, si on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'on s'est plutôt éloigné ces derniers mois, qu'on se comprend moins bien, qu'au fond, on a des visions stratégiques différentes. Nous, la perception qu'on a, au fond, c'est qu'au contraire, on est en train d'approfondir la relation et qu'on arrive sur des sujets divergents, mais parce qu'on est en train d'approfondir la relation. Vous avez parlé de l'énergie, je crois que c'est une divergence dans laquelle nous sommes, dans laquelle qu'on peut surmonter, et sur lesquelles, au fond, on n'avait jamais vraiment travaillé, si ce n'est de raccorder nos réseaux. Je crois que dans la stratégie, dans le militaire, vous en avez parlé aussi, au fond, nous cohabitions l'un à côté de l'autre, et là, on a décidé d'aller plus loin. Donc oui, on arrive sur des sujets plus difficiles, sur lesquels nous n'avions pas forcément travaillé, ou nous avions peut-être décidé chacun d'être dans notre sphère. Et moi, je suis très optimiste. Je crois que cette relation parlementaire que nous pouvons avoir à travers les groupes, elle va nous permettre aussi d'apprendre à comprendre comment fonctionnent les uns par rapport aux autres et de trouver des points d'accord. Parce qu'en réalité, on n'a pas le choix. Il nous faut trouver des points d'accord. Il faut qu'on avance. Le moteur franco-allemand, c'est la base de l'Europe. Et l'Europe, c'est la base de notre souveraineté. Donc si on commence à renoncer à ce dynamisme du moteur franco-allemand et de l'approfondir, en réalité, c'est qu'on est en train de tourner le dos à l'Europe. Donc demain, c'est une journée évidemment extrêmement importante. On attend des annonces. On attend surtout qu'on fasse un flash sur la relation franco-allemande et que ce soit la continuité, l'approfondissement, l'incarnation de l'approfondissement d'une relation qui est indispensable pour nous, pour les Allemands, pour l'Europe.
Merci. Alors, pour tout vous dire, l'Assemblée nationale nous prête la salle gracieusement jusqu'à 17h. On va essayer de rogner un petit peu, mais ça va être compliqué. Je vais prendre une question parmi le public et après, je vous inviterai à échanger avec les parlementaires au moment de sortir. Et je vais me tourner vers madame qui, depuis un quart d'heure, lève la main. Merci beaucoup. Alexandre Notnagel de la FTP Paris. Ma question pour vous, c'est où est-ce qu'on est aujourd'hui avec des institutions d'éducation européens ou franco-allemands qui donnent des doubles diplômes, par exemple à Abibac. Pour information, donc j'ai passé un tel parcours dans une école européenne en Allemagne, à Francfort, la Zinsschule. Donc il y a 20 ans, j'étais déjà pour l'anniversaire des 40 ans du traité dans une salle de fête et on a discuté à l'époque avec Ursula von der Leyen. Et on était des jeunes, du coup des élèves, et on a pu témoigner et avoir l'envie pourquoi on veut faire ça. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on est avec ça? Des diplômes qui donnent droit du coup d'échanger encore plus librement entre les deux pays. Est-ce qu'il y a des avancées? Merci. L'Erasmus a beaucoup amélioré, hein. C'est vraiment largement développé. Alors les doubles diplômes, en réalité, quand vous faites un échange Erasmus, alors c'est pas au niveau du bac, hein, pas l'Abibac comme vous en avez pas. Donc Abibac, donc l'Abitur et le baccalauréat, c'est pas forcément sur cet angle-là que ça s'est particulièrement développé, mais beaucoup dans le supérieur, qui permet de ne pas perdre une année d'études d'un côté ou de l'autre, au contraire, et d'avoir un double diplôme. Ça s'est quand même largement développé. Il faut que ça continue et on veut nous l'emmener sur du bac, le plus proche du bac, ce qu'on appelle bac, nous, et infra-bac. Et c'est pour ça qu'on va porter aussi dans cette proposition de loi le fait de favoriser les échanges. Alors au début, c'est un échange, mais l'idée, c'est évidemment que ce soit diplômant et reconnu. C'est extrêmement important. Ça, en France, on a la culture du diplôme. Alors, toute formation, ça doit avoir un diplôme. Pas si c'est très bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, on va évidemment travailler là-dessus. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup développé plutôt sur le supérieur. Est-ce que vous souhaitez peut-être réagir, Madame Weser, Madame Klinkert? 3-4. Bon, allez, on va faire une tournée de 2-3 questions. Madame? Ouais. Oui, s'il vous plaît. Secrétaire général de l'association. Je m'engage pour l'école. Et sont très au fait de ces questions. Mais moi, je parle en proche d'Internet et j'enseigne en l'aide que de pouvoir venir. Mais on va vous inviter à nos assises de solutions le 19 mars. Et j'aimerais bien que nous serons très d'accord. Merci. Deux petites questions courtes. On le comprend. Bonjour. Deux petites questions courtes. La première, c'est par rapport à l'idée de l'élargissement de cette chaîne franco-allemande, qui est super. Mais c'est vrai qu'on parle, Sandra Basile disait tout à l'heure, peut-être que le rêve, c'est d'élargir et donc de créer un parlementarisme finalement européen et qui entraîne surtout les pays. On voit toujours la différence entre Parlement et puis finalement on voit en France ou dans nos pays, et puis finalement c'est différent. Donc là, c'est vraiment d'unir ce parlementarisme, de le créer. Donc comme c'est né du franco-allemand, est-ce qu'on ne peut pas d'abord élargir avec, comme l'Allemagne, c'est la première langue parlée d'Europe, parce que c'est par la Suisse, c'est par l'Italie, c'est par... Il y a beaucoup de pays, et c'est pas très connu, mais c'est la première langue parlée d'Europe. Mais après, c'est la première. Voilà. Et le français est aussi très parlé, finalement. Donc déjà, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'élargir cette assemblée générale, de la faire un peu grandir, déjà à travers effectivement les langues? Première question. Et puis deuxième question, je voulais vous demander, par rapport à cette assemblée, on parlait beaucoup du droit des affaires, qui nous permettrait d'avoir un mode Union Europe plus libre, plus solidaire entre pays européens. Donc, par rapport à l'harmonisation des droits, je sais que votre assemblée, elle ne peut pas décider, elle est plus en phase de proposition, mais est-ce que sur ce sujet qui était très porté, notamment par des députés qui n'ont pas été réélus récemment, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours porté
Est-ce qu'on a espoir que ça débouche parce que c'est une arlésienne, c'est un vrai dossier? Est-ce qu'on pourra y arriver à travers votre belle assemblée? Merci. Merci, on va prendre une autre question. Madame. Bonjour, merci. Je m'appelle Patricia Sonia Bekono. Je suis chef d'entreprise et je suis très concernée par l'apprentissage. Je me réjouis déjà que ce soit Sylvain qui porte le projet. Et vraiment, Madame la ministre, j'ai été très, très touchée dans votre intervention sur l'aspect des jeunes des quartiers défavorisés ou discriminés, je peux vous dire. Le mot, on n'arrive pas à le prononcer, mais c'est ça. Je suis très concernée par l'apprentissage dont je m'adresse aux principaux concernés. Tous les ans, j'ai minimum de 18 jeunes et que je recrute à travers les programmes Jeunes une solution ou à travers Pôle emploi ou aussi les écoles, parce que je suis en lien, mon entreprise est en lien avec une dizaine d'écoles. Donc, je fais du BTS jusqu'au Bac+3. Et je peux vous avouer qu'il y a des talents. Mais le projet dont vous parlez, je pense que ce serait une opportunité pour ces jeunes de s'ouvrir encore un peu plus. Parce qu'il y a certains qui décrochent. Quand je dis décrocher, ils commencent et ils arrêtent parce que je sens qu'il n'y a pas de motivation. Ils n'ont pas de projet. La plupart du temps, je me demande comment ils arrivent à ce niveau sans que les responsables pédagogiques ne leur donnent une orientation. Nous, enfin, je veux dire, moi, peut-être on n'était pas dans la même époque, mais on savait déjà que vos capacités, votre potentiel, ce sera dans le sport, ce sera dans l'écriture. Mais ils arrivent en entreprise, je peux vous avouer, ils n'ont pas de perspective. Ils vous disent, je ne sais pas, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous vous êtes inscrit dans le commerce? Pourquoi voulez-vous faire la comptabilité? Ils vous disent que c'est parce que j'ai trouvé cela. Je pense que l'opportunité culturelle de s'ouvrir vers d'autres pays, en particulier l'allemand, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai choisi l'allemand. Et j'ai oublié aujourd'hui, je sais dire deux choses. J'ai oublié. Mais voilà, ça peut revenir. Moi, j'aimerais donc, en tant que chef d'entreprise, est-ce qu'il y a une possibilité de porter, puisque j'ai une pépinière d'une vingtaine de jeunes chaque année, 2023 arrive, j'aurai donc plus d'une dizaine. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous nous donnez une perspective pour que ce que vous venez de dire là, et je vais couper, bien entendu, que nous puissions organiser ces jeunes et que mon entreprise serve de pépinière, puisque vous avez dit, pas de pépinière, mais de témoin. Je vous aide, nous vous aidons à partir des jeunes qu'on a déjà à expérimenter ce que vous recherchez. Je vous remercie. Merci, on va prendre une dernière question. Madame. Suzanne de la FTP Paris est professeure d'allemand, une des rares allemandes, professeure d'allemand en France. Je voudrais juste dire qu'il existe quand même quelque chose dont on ne parle plus du tout, c'est les jumelages. Et les jumelages des villes, quand je suis arrivée à Paris, c'est la première fois, enfin j'étais à Boulogne, c'est la première chose que j'ai faite. Je me suis adressée au maire de Boulogne-Billancourt pour savoir si on ne pouvait pas, justement pour mon enseignement, et réactiver et essayer d'organiser des choses. Et en fait, il m'a dit pas de budget. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a aussi des très anciennes choses sur lesquelles il faudrait rebondir. Mais bon, voilà, budget. Puis il y a une deuxième chose, c'est on parle malheureusement pas assez de la réforme du bac qui a fait énormément de mal aux langues en général. J'aimerais bien en reparler peut-être avec vous pour vous donner mon opinion. Voilà, et puis bon, pour les profs d'allemand, évidemment, c'est clair qu'il y a un énorme problème de salaire. Donc pour faire venir des Allemands, il faudrait qu'il y ait beaucoup de maris qui les fassent venir d'abord. Hein.
On applaudit monsieur. Merci. On va se tourner maintenant vers nos 3 députés qui souhaiteront certainement répondre. En 3 mots, hein, une réponse en un mot à chaque question. Par rapport à l'Assemblée parlementaire franco-allemande, déjà, il faut savoir qu'il y a 2 langues officielles, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, c'est l'allemand et le français. Voilà, on parle ou allemand ou français. Il n'y a pas, en principe, il n'y a pas d'anglais. J'ai bien entendu, et évidemment, c'est une belle idée que d'ouvrir notre parlement franco-allemand à d'autres pays. Mais voilà, on serait déjà une Europe fédérale, et je pense que là, il faudra encore attendre quelques années. Mais je trouve que c'est déjà juste énorme qu'on ait cette assemblée parlementaire franco-allemande. Le droit des affaires, alors je sais, comme dit, je n'étais pas membre jusqu'à présent, je sais que c'était le sujet d'un groupe de travail sous le mandat précédent, et je sais que certains députés souhaiteraient qu'on reprenne ce dossier. Donc c'est dans la liste. C'est dans la liste, et on en parlera sûrement lundi lors de notre réunion de bureau. Pour les apprentis, déjà bravo, madame, 18 apprentis, si j'ai bien compris. Je pense que Sylvain et moi, on est à votre disposition pour en parler un petit peu plus, échanger. Moi, quand j'étais ministre en charge de l'insertion, je rencontrais des gamins dont on voyait que malheureusement, ils ne savaient pas quoi faire de leur avenir. Je leur disais toujours, mais ton rêve, ça serait quoi? Et puis il me disait ce que ce serait, c'est pompier. Une fois, c'était astronaute. Mais j'ai dit, mais écoute, nous, on est là, et on est vraiment là pour t'aider à réaliser ton rêve. Peut-être qu'il n'arrivera pas à être astronaute, mais on va essayer de l'aider et faire de notre mieux. Parce que vous avez raison, si le jeune, il a un rêve, eh ben, on arrive à déplacer toutes les montagnes. Et puis les jumelages, mais oui, je voulais l'évoquer tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais aujourd'hui, soit il n'y a pas de budget parce qu'on ne veut pas, parce qu'on est entre nous, là, on peut se le dire. Moi, j'ai entendu des maires me dire, ah oui, mais les jumelages, ça ne me ramène rien électoralement, évidemment. Mais moi, j'y crois dur comme fer. Après, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, on arrive à les amener dans le cadre de jumelage en Allemagne et des jeunes Allemands dans le cadre de jumelage en France? Moi, j'ai démarré comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va y arriver? Si vous avez des pistes pour nous aider, moi, je suis la première partante avec mes collègues. Merci, Sandra Weser. Oui, juste pour finir, au niveau des jumelages, je crois en Allemagne, on a le grand problème qu'il n'y a pas des personnes qui vraiment veulent organiser, qui s'impliquent, quoi, et qui veulent faire quelque chose. Et je crois, quand je vois chez nous, quand les Français arrivent ou les Allemands partent vers Decize, ça, c'est notre ville, le jumelage, le Moyen-Âge, 70, 80, hein, c'est vraiment la première génération, et je pense que ça va être très, très dur après d'animer des jeunes, de partir avec. Je crois qu'il faut quelque part peut-être réfléchir comment on peut animer les jeunes, hein, pour venir. Non, mais non, mais moi je parle pour le moment des jumelages où il y a des petits voyages pendant un week-end, tout ça. École, c'est autre chose, oui. Moi, ce que je remarque qu'on a pour le moment des voyages un peu partout, en Italie, en Pologne, aux États-Unis même, mais pas en France. Ah, ça, c'est un esprit qui s'est mis en place, et là, je pense qu'il faut faire beaucoup plus de la pub pour pardon? Oui, voilà. Et après, pour l'apprentissage, je trouve ça super. Je sais qu'il y a chez nous un député, Armin Laschet, peut-être il y a certains qui connaissent le nom. Lui, il a fait un échange avec des jeunes de Neukölln à Berlin. C'est un quartier aussi un peu problématique.
avec du banlieue ici à Paris. Et c'était un très grand succès parce qu'au début, il était recommandé de faire ça. Il a dit, ben, ça va mal finir tout ça. Mais à la fin, c'était un succès. Et peut-être, il faut réfléchir là-dessus. Si on ne pouvait pas faire ça un petit peu plus sur une base plus grande, avec plus de débutés. Mais aussi, il y a des programmes Erasmus+, où en fait, les apprentis peuvent aussi partir à l'étranger. Et chez nous, je sais, les chambres de métier, ils sont très prenants parce que nous, en Allemagne, on cherche des gens partout. On n'a pas assez de main-d'œuvre. Et si, je suis sûre, quand le bus arrive avec des jeunes de la France, il y a déjà des mecs d'entreprise, enfin des chefs d'entreprise qui attendent pour les accueillir. Parce que vraiment, on cherche désespéré. Et ça sera peut-être aussi une chance pour animer un peu plus cet échange. Ça, c'est un peu plusieurs idées sur lesquelles je pense qu'il faut travailler. Alors, chère Sandra, juste le principe des Erasmus, de l'apprentissage, c'est que c'est un échange. C'est-à-dire qu'il y a des Allemands qui viennent, un Allemand bien, et là, donc le problème, c'est qu'ils vont bloquer d'un côté le bus pour pas qu'il parte en Allemagne en France, et atterrir l'autre. Alors, ça marche pas, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est le principe d'Erasmus. C'est-à-dire que l'un vient et l'autre part pour qu'il y ait un échange entre les établissements, que ce soit universitaires, les centres de formation pour apprentis, et justement de créer ces relations où j'ai 3 étudiants ou 3 apprentis qui partent et 3 apprentis qui viennent. Ça demande évidemment beaucoup d'investissement. Vous l'avez dit, c'est presque du jumelage encore plus, parce qu'il faut que ça fonctionne bien. Vous avez raison sur les jumelages. Alors moi, de mon temps, c'est pas bien de dire ça, mais il y a 25, 30 ans peut-être, 30 ans, 25 ans. Moi, on partait, nous, avec, dans mon collège, nous partions en 4e, on a passé une semaine en Allemagne, dans la ville correspondante, évidemment, aux classes, et réciproquement, je crois que c'était l'année d'après pour nos amis allemands, et c'était des moments très forts. Moi, je crois que c'est beaucoup sur la jeunesse, vous avez raison, ça doit s'organiser. Ça me semble plus facile de le faire entre peut-être profs d'allemand et profs de français réciproquement côté, parce qu'il y a toujours une proximité de la discussion, de l'organisation, c'est toujours compliqué à organiser. Après, probablement, le Covid ne nous a pas aidés sur les échanges internationaux, ça a compliqué et qu'on a perdu sûrement beaucoup d'habitudes ou des habitudes qui se finissaient un peu, qui étaient un peu vieillissantes, peut-être se sont arrêtées, mais il faut relancer. Mais ça, c'est chacun d'entre nous doit prendre un peu sa part, à mon avis, du projet. Si vous avez un beau projet, si vous avez un bon maire, normalement, un très beau projet, normalement, le bon maire, il va réussir à trouver de l'argent parce qu'on leur donne de l'argent. Moi, je peux vous dire, je peux dire qu'on donne de l'argent aux maires. Ils pleurent, mais bon, on leur donne quand même beaucoup d'argent. Et là-haut, Sonia, que je connais bien, puisqu'on a déjà parlé avant-hier, je crois, du même sujet, parce qu'elle est parisienne. Et oui, tu as raison, c'est magnifique. Il faut continuer, donner toujours plus d'espoir aux jeunes. Et vous voyez, les jeunes, il y en a plein qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, tu vois, ils ne me disent pas d'être, comme dit Brigitte, astronaute. Moi, ils veulent tous être, ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, ils veulent tous être influenceurs. Enfin, donc, tu vois, me dire qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire, en réalité, je préférerais qu'ils ne veulent pas, et qu'ils n'aient pas d'idée, et qu'ils restent plutôt dans le doute, et qu'ils se disent plutôt comme Brigitte, je veux être astronaute. Voilà. Mais bon, moi, petite appréciation personnelle. Ah bah si c'est développeur, je préfère. Je pense qu'il est temps de clore ce débat-là. Et d'abord, merci beaucoup à nos intervenants. Et merci beaucoup aux équipes